Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. La Coupe du monde de football aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, ce qui est une première pour cette région du monde. Mais depuis plusieurs mois, les critiques s'intensifient sur les conditions d'attribution de cette compétition et à la veille de l'événement, cette Coupe du monde est au cœur d'une double polémique concernant son impact environnemental et la situation des travailleurs immigrés dans le pays. Si certains prônent le boycott, d'autres s'étonnent de ces condamnations tardives et de leur pertinence. Pourquoi cette Coupe du monde cristallise autant les tensions? Quels sont les enjeux politiques et économiques de cette compétition pour le Qatar? Pour en parler, je reçois le docteur Linikès Niel-Blin, sociologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et Bangaline Goran, historien. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors, on va commencer avec vous, docteur Bangaline Goran. C'est en 1930 que fut disputée la première Coupe du monde. Comment cette compétition a-t-elle évolué dans le temps? La compétition prend forme dans un premier temps en tant qu'une coupe plutôt euro-américaine. Quand je parle de l'Amérique, il s'agissait essentiellement des pays d'Amérique du Sud qui avaient l'habitude avec les pays européens de participer aux différentes éditions le domaine football des Jeux Olympiques qui étaient antérieurs dans leur organisation à la Coupe du Monde. Et donc, c'était les pays qui avaient l'habitude de participer aux Jeux Olympiques dans un premier temps qui ont en quelque sorte mis en place, à partir de 1930, cette nouvelle formule de compétition qui est aussi un jeu d'été, mais qui se joue seulement dans façon spécifique au niveau du football. Parce que les Jeux Olympiques, c'est un peu plus, ça concerne plusieurs sports à la fois. Et donc, la première compétition va regrouper essentiellement des pays d'Amérique du Sud et 5 pays européens. La première limite, la première difficulté, c'est la distance maritime à parcourir par ces équipes-là. Il faut souvent se mettre en route, puisque à cette époque-là, le trafic mondial se jouait plutôt par voie maritime. Il fallait se mettre en route des fois 2 à 3 mois avant la compétition. Et donc, la compétition pendant pratiquement de 1930 jusqu'à 1957 est restée dans ce format-là. Elle va progressivement commencer à se mondialiser avec l'arrivée des 3 compétiteurs africains en 1957. Là, on approche de la date des indépendances africaines. Donc, on intègre l'Afrique et progressivement, on va aussi intégrer l'Asie et l'Océanie. Donc, disons que c'est dans la formule présente qu'elle est véritablement une Coupe du Monde. Mais dans sa formule d'existence pendant au moins les 20 premières années, c'était plutôt une coupe en réalité euro-sud-américaine. Alors, dès la première édition de la Coupe du monde, les États ont manifesté leur intérêt, voire leur soutien à l'organisation de la plus prestigieuse, finalement, des compétitions de football. Pour quelles raisons, selon vous? C'est le rayonnement ultime sur le plan sportif pour les États d'organiser cette compétition? Pourquoi cet intérêt? Peut-être que oui, puisque le football à l'origine est un sport populaire au sens de pratiqué par les gens du peuple. Parce qu'il y avait les sports d'élite, certes, mais le football, il ne faut pas grand-chose en équipement, en espace et en capacité physique ou intellectuelle. Et donc, c'est un sport populaire. Donc, c'est un sport qui a permis tout de suite à tout le monde de s'identifier. Et comme ça a permis à tout le monde de s'identifier rapidement, ça a permis à tout le monde de compétir. Donc, de ce point de vue, ça a été plus facile pratiquement pour tous les pays et pour tous les peuples de vite comprendre les règles et d'avoir tout de suite des joueurs. De telle sorte que ça a été une question de confrontation, une question de compétition et ça permettait aux pays de rivaliser. Voilà, ça a été vraiment clairement un moment où tous les peuples ont pu s'exprimer à travers leurs équipes. Et chacun se sent concerné. C'était plus facile que tout le monde se sente concerné dans le pays par ce qui se passe. Alors, on ne peut pas évoquer cet événement sans citer les chiffres astronomiques toujours associés. L'exemple là déjà au Qatar, la ville de Lossali, qui est créée de toutes pièces, avec un budget de 20 milliards au départ et évalué à 45 milliards. On nous parle des bénéfices, là aussi, sont des milliards. C'est ça la compétition? C'est business is business? Oui, bien sûr. Il y a un business model qui est rattaché à la Coupe du Monde et qui explique même, parce qu'avant de parler du Qatar, qui explique même la répartition que la FIFA fait de la représentation des différents continents. Quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que pour cette compétition au Qatar, il y a 13 représentants de l'Europe, seulement 5 de l'Afrique. Disons Amérique latine plus Amérique du Nord confondue.
on se retrouve à 7 représentants, 5 pour l'Asie. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les statistiques, rien que la France, à travers la déclaration de son ambassadeur, va envoyer 10 000 supporters au Qatar. Et ces 10 000 supporters, depuis l'aéroport, donc ils vont s'aimer des billets de banque auprès des compagnies aériennes, auprès des hôtels qui vont privatiser, auprès des restaurants, en tout cas dans l'industrie du divertissement. Pendant tout le temps de la compétition, ils vont dépenser de l'argent. Et donc, si la France, à elle seule, envoie 10 000 supporters, que tous les 5 pays africains réunis ne peuvent même pas réunir 5 000 supporters, il est clair que si on maximise le nombre de places qu'on accorde aux équipes africaines, qui mobilisent très peu financièrement, il est clair que le business model de la Coupe du Monde ne sera pas rentable. La machine à cash ne sera pas rentable. Donc, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait cette disparité-là. On maximise sur les continents qui ont un pouvoir d'achat au niveau, en tout cas, de l'industrie du sport, qui est plus assez prouvé. Voilà. Donc, c'est justement parce qu'on attend tout ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, on table sur au minimum 2 millions de supporters qui vont se déplacer pour cette compétition, sans compter qu'à travers les différents médias, l'événement sera suivi par l'équivalent de 3 milliards et demi de C'est l'un des événements les plus suivis, en plus peut-être des cérémonies des princières. Là aussi, à l'écouter, on a l'impression que la fracture nord-sud est encore présente, même dans cette compétition. Bien, moi je pense, merci, c'est ça. Mais au-delà de ça, je pense que le football même n'est plus le football. Parce qu'aujourd'hui, tout est économique, tout est transaction, tout est... Il a parlé des supporters, mais c'est l'infime partie des droits télé, et c'est une infime partie par rapport au sponsoring, tous ceux qui vont associer leur image à cet événement, et on verra que ce sont les plus grosses entreprises de la Terre, donc certainement les entreprises américaines et européennes qui vont encore se tirer les marrons, et sans oublier une face cachée encore de cette économie, ce sont les paris. Et ici on dit les paris, on parle de l'Asie. Donc peut-être à côté des chiffres des stades de 45 milliards qu'on va démonter après, bon, plus ou moins, mais il y a peut-être encore pas mal de milliards. Et ça, si on anticipe, ça nous donne toute la dimension politico-stratégico-dominationnelle du monde aujourd'hui. De telle sorte que le football n'a plus rien à voir avec ce que je décrivais, où on a 11 bonhommes en short court qui courent derrière un ballon. Tout cela dépasse tout le monde. Quand vous voyez même la valeur de chaque joueur qui va être mobilisé là-bas, etc., c'est devenu un vrai business. C'est indécent? Mais certainement, oui. Quand on compare à la misère mondiale actuelle, c'est indécent. Je veux dire que le monde pourrait se réorganiser autrement. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas puisqu'il génère. Et c'est la loi du capitalisme. C'est lui qui génère en jouit. Mais quand vous regardez les questions environnementales que vous avez posées, quand vous regardez les crises énergétiques qui sont là aujourd'hui, à un moment donné, on se demande si un seul petit noyau de l'économie peut se permettre de capter autant de richesses. En tout cas, ça interpelle. On parle d'un bénéfice de 9 milliards pour le Qatar de retour sur investissement à l'issue de cette Coupe du Monde. Le gain est d'abord financier. Je le demande parce que le Qatar est à 9 milliards. Non, absolument pas. Absolument pas. Dans le cas du Qatar, on se retrouve dans le même schéma que la Chine qui a organisé les derniers Jeux olympiques d'été. On a vu comment est-ce que la Chine a saisi cette occasion-là pour déployer toute sa puissance, son savoir-faire technologique, sa capacité d'organiser un événement international majeur. Ça a été la même chose avec la Russie pour les dernières compétitions. Et donc, c'est surtout un instrument de soft power pour des puissances qui, je dirais, du point de vue économique, avaient réussi et voulaient présenter une vitrine de leur réussite au monde. Le Qatar, c'est un tout petit pays de 12 000 km². Et ce pays, quand même, détient 15% des réserves mondiales de gaz. Et il tire de cette manne-là des sommes faramineuses, de sorte que 9 milliards là-bas, c'est rien que sur ces dernières années, les sommes qui ont été investies dans la chaîne beIN Sport, qui est, si vous voulez, Al Jazeera Sport, qui est devenu beIN Sport. Rien que de ce côté-là, le Qatar a investi pratiquement 2 milliards pour renflouer chaque fois les caisses de cette agence sportive-là. Donc, à comparer 9 milliards... Donc, c'est pas pour des raisons... Encore une fois, c'est pas pour des raisons financières, c'est encore une fois le prestige, et puis je disais le soft power. Absolument. C'est une manière de se cloisonner une crédibilité, une bonne image. Oui, c'est ça, c'est se racheter une bonne vitrine. Et puis,
c'est aussi donner sens à ce qui s'appelle le hors-pétrole et le post-pétrole, puisque déjà par l'achat des équipes en Europe, que ce soit en Angleterre ou en France, ou que ce soit par les placements d'argent, de PSG, etc. Voilà, vous voyez qu'ils ne sont pas à 9 milliards près. Peut-être que ça, c'est la comptabilité de la FIFA pour montrer que les jeux sont rentables et expliquer ce qui reste encore du football. Sinon, dans le fond, ce n'est pas véritablement ça l'enjeu. c'est du business, de l'économie, de la politique, comme vous le disiez. Mais c'est une première pour cette région du monde. Et malgré cette prouesse, on va dire, les conditions d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar sont de plus en plus contestées. Il y a même, je crois, une enquête. Est-ce que seule la corruption peut expliquer le choix du Qatar? Et ça peut justifier? Il n'y a pas d'autres choses à mettre en avant? Bien, voyez-vous, si on s'en tient à l'argument du président français à l'époque, c'est le premier pays musulman, c'est le seul pays, il représente ceci, cela. Bon, à l'époque, ceux qui ont voulu ont acheté. Mais avec ce qui s'est passé, il n'y a pas eu qu'un seul procès, il y a plusieurs procès. Des soupçons aux suspicions, il y a même eu des procès, même si beaucoup de procès n'ont même pas été tenus dans les règles. Platini, Sepp Blatter. Et ce sur quoi on a apporté plein, même le nouveau qui est là, qui est parti 6 mois avant, il y a beaucoup d'éléments d'interrogation. Il y a tellement de preuves, et ça a commencé par les États-Unis pratiquement dès l'attribution, puisque les États-Unis, l'Australie et autres étaient tous compétiteurs dans ce schéma. Et vous voyez que de l'été, ça est revenu en hiver, et il y a eu tellement de choses. Mais est-ce qu'en termes de pratique, c'est nouveau? Peut-être que c'est ça la question. Peut-être que, comme on le dit, pas vu, pas pris. Mais véritablement, là, il y a de très, très fortes interrogations. Et on voit même que tout à l'heure, si on revient sur ce qu'on disait, il y a le président de la FIFA qui appelle même à ce qu'on fasse une trêve pendant 1 mois, le temps de laisser passer la Coupe du Monde avant de reprendre la guerre de l'Ukraine. Donc c'est tout ce mélange-là où il y a de la mafia en dessous, il y a de la politique en dessous, il y a de la diplomatie là-dedans, etc. etc. Ouais, beaucoup d'enjeux. Encore une fois, parce que honnêtement, on peut se dire aussi, est-ce qu'il n'était pas temps que le monde arabe ait sa Coupe du Monde? On ne peut pas voir cet aspect-là. Absolument. On a l'impression qu'il y a aussi un Qatar-gate. Généralement, le Moyen-Orient n'est pas vu comme terre de football parce que c'est un espace hautement déstabilisé. Quand on fait un tour d'horizon, depuis Israël, que ce soit le Liban, tous ces pays phares du Moyen-Orient ne peuvent pas recevoir la Coupe du Monde. Et il n'était même pas question que cette possibilité soit envisagée. Le contexte, au moment où on attribue cette compétition, c'est que la Russie était candidate pour, disons, la session de 2018, et les États-Unis également se sont positionnés. Et vu les tensions qu'il y avait entre les deux puissances, il était clair que si on attribuait l'organisation à la Russie sans les États-Unis allaient se mettre dans une posture de boycott. Donc, la FIFA a décidé de créer un consensus sur leur propre initiative, de dire ce qu'on va faire, on va organiser une seule cérémonie, et ce jour-là, on va annoncer simultanément que non seulement on donne l'édition de 2018 à la Russie, et on donne l'édition de 2022 aux États-Unis. C'était un consensus qui était déjà arrêté. On n'a rien compris il y a 1 semaine. Il y a des rencontres. On sait par exemple aujourd'hui, grâce à l'enquête justement dans le cas des procès, que quelques semaines avant, le président de la France de cette époque-là a rencontré Nicolas Sarkozy. Bon, je ne voulais pas citer son nom. Ah, pardon. Il a rencontré à l'Élysée des représentants qataris et celui qui était à l'époque le président de l'UEFA, Michel Platini, qui est français. Et c'est parce que l'UEFA a donné ses 4 voix à basculer en faveur du Qatar que ce consensus que la FIFA avait arrêté a été complètement chamboulé. Donc quand on creuse un peu plus, ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'on accorde cette organisation de la Coupe du Monde au Qatar, mais c'est les conditions dans lesquelles cela se fait. Mais Platini le dit dans un reportage excellent que j'ai vu sur chaîne française, on peut le dire, France Télévisions. Il le dit clairement, il revient sur ce passage, il dit que Sarkozy ne lui a pas demandé d'aller pour le Qatar. Bon, maintenant, ce sont ses propos. Lui, il dit qu'il a voulu penser aux pays arabes. Non, c'est pour ça que j'ai dit, entre la déclaration officielle de donner pour une fois l'élément aux musulmans, et après, quand vous voyez les développements d'achat du PSG dans la foulée, de beIN Sport, de trouver du travail au fils de Sarkozy, au PSG, etc., sans oublier. Vous voyez, il y a eu tellement de choses qui se... C'est comme si aujourd'hui on tire sur les filets, on voit beaucoup de choses. C'est vrai que si vous vous retrouvez à l'Élysée pour un petit déjeuner, c'est pour ça que je dis que le football n'est plus le football. Sinon, quel rapport entre, comme il a dit,
des votes. Vous avez vu, nous, en Côte d'Ivoire, on a voté. Des gens qui sont libres, s'ils ne sont pas corrompus, d'aller s'asseoir pour voter et d'avoir des petits déjeuners avant le vote et ça remet tout en cause. Voyez-vous, il y a une forte suspicion, il y a une forte interrogation. Est-ce que dans un autre pays, on a déjà vu ça, qu'avant l'attribution, on reçoit des principaux responsables? Voyez-vous, quand on parle d'influence, on n'est pas obligé d'aller, de vous dire de manière... mais on sait comment ça se présente et ça se passe entre adultes. Alors, les critiques actuelles s'attardent aussi surtout sur les questions environnementales. La construction des 7 stades aurait émis 640 000 tonnes de CO2 et les conditions de travail des employés. On parle de plus de 600 morts sur les chantiers. Déjà, n'était-ce pas prévisible ? Je pense que ce sont des choses qui existaient avant qu'on attribue cette Coupe du Monde au Qatar. C'est un petit encas d'opulence qui s'est enrichi assez rapidement, donc qui a dû se construire avec une vitesse assez accélérée. Donc, ils étaient déjà dans cette dynamique d'exporter les compétences, la main d'œuvre ouvrière d'Inde et de Pakistan, et qu'ils gardaient dans des conditions de travail plutôt sommaires. Et donc, ces critiques-là existaient. Elles ne sont pas forcément liées à la coupe du Monde. Mais disons que du fait de la cadence effrénée de travail, il y a une accumulation d'heures supplémentaires qui généralement ne sont pas payées. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des organisations telles que le Bureau international du travail qui relaient sur la scène internationale la défense de leurs droits, mais il y a une grogne réelle au niveau des travailleurs qui sont soumis à des conditions. Au moment où on attribuait la Coupe du Monde au Qatar, il y avait seulement un seul stade qui était en capacité de recevoir une compétition d'une telle envergure. Mais au-delà de cela, il y a aussi la question, comme vous l'avez relevé, de l'empreinte carbone qui, aujourd'hui, quand on fait une estimation, représente le double de ce qu'on doit, en principe, émettre dans le cas de ce genre de compétition. D'une part parce que c'est un petit espace qui ne peut pas recevoir tous les supporters. On est obligé de loger certains supporters dans les pays voisins. Et donc, le flux, les va-et-vient en avion, ça génère une pollution qui n'était pas habituelle et prévue. Et donc, tout ça, ça fait crier toutes les organisations qui sont assez engagées. Surtout que cette année, le GIEC, justement, vient de publier un nouveau rapport alarmant qui met la pression pour que ces pratiques-là soient abandonnées. Et malheureusement, c'est la même année que mais pourquoi le Qatar parce qu'on le disait, en termes de droits de l'homme et autres, il y a la Coupe du Monde en Russie, qui avait déjà envoyé la Crimée haute précédemment. Au niveau environnemental, toutes ces compétitions confondues n'aident pas à maintenir l'environnement dans un cadre plus sain. Pourquoi là, sur le Qatar, on s'offusque autant? J'ai vu le responsable d'Amnesty International dire qu'il vit quelque part sa plus belle vie parce qu'il a régulièrement demandé des boycotts. Il n'a jamais vu autant d'engouement des populations et des institutions, qui est le premier surpris. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que, comme il a dit, ça n'a rien de nouveau. Quand ça s'est passé en Russie, les gens ont dénoncé. Ça va de soi, parce que quand vous calculez le nombre de gens qui doivent travailler pendant la période et sur les chantiers et le nombre et l'effectif, c'est mathématique et c'est automatique que ça donne des morts, ça donne des conditions de travail impossibles. Et moi, je pense que c'est une très vaste hypocrisie. À mon avis, c'est une très vaste hypocrisie parce que tout ça est classique et prévisible. Et quand on parle de l'environnement, alors là, ce sont les paradoxes. Parce que tout ça se calcule non seulement avant, mais aujourd'hui, comme il a dit, peut-être que c'est mal tombé qu'on soit au niveau de la COP27, mais sinon, la Coupe du Monde a été attribuée en quelle année par rapport à ce que les gens nous disent aujourd'hui. Ça, c'est totalement honteux. Et je veux dire que quand on fait les classements de la pollution dans le monde, je pense que beaucoup de pays, de par leur manière de consommer, de par leur manière d'utiliser l'énergie, ont beaucoup plus de choses à revoir que par rapport à des activités ponctuelles. Peut-être que maintenant, avec l'accélération, on sera peut-être regardant. Mais je veux dire que si vous avez engrangé tous les bénéfices depuis l'attribution jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas à 5-6 mois. Même concernant ces travailleurs immigrés dont ils parlent, est-ce que leur traitement est autre ailleurs sur cette terre que pendant ce moment de la Coupe du Monde? Mais justement, on parle de boycott. C'est une solution viable, il faut y songer. Est-ce que ça va marcher? Je pense que ça ne va pas marcher. On a déjà vu ça en fait dans le cas de la Chine lors des Jeux Olympiques de Beijing parce qu'il y avait une critique virulente dans les mois qui ont suivi. Mais dès qu'il y a eu le premier coup de sifflet, le jeu a laissé la place à la polémique. Ça a été vraiment... La Chine nous a offert un spectacle d'une telle qualité qu'on a pratiquement oublié tout ce que ça a coûté. Je pense que c'est la même chose qui doit se passer avec le Qatar. Mais il ne faut pas aussi manquer aussi de relever le fait qu'il y a une telle incitation parce que le Qatar a touché quand même à des points sensibles
du bloc occidental, lié par exemple à la question de la défense des droits homosexuels. Et on a vu la campagne publicitaire qu'ils ont lancée quelques mois avant la Coupe du Monde pour tout de suite tracer les lignes rouges, pour déjà avertir les supporters qui arrivaient que ici tout n'est pas permis. Donc c'est tout cela en fait qui explique, parce qu'en Europe il y a des lobbies auxquels il ne faut pas toucher. Le lobby que ce soit LGBT, mais le lobby aussi des écologistes. Donc or ce sont les deux lobbies les plus puissants de l'Europe que le Qatar a bousculé. Donc, il faut comprendre donc, toute l'agitation qu'il y a autour. Mais dès qu'on va siffler, on va siffler le premier coup, eh bien, tout ça va laisser la place. Mais ils ont mis beaucoup de limites. Je crois qu'il n'y aura pas d'alcool. Bon, les limites sont nombreuses. Parce que c'est ce qu'il dit, les valeurs, l'alcool, l'homosexualité et l'écologie. L'Europe s'en est toujours fait les chantes. C'est pour ça que je disais qu'il ferait mieux de regarder exactement comment ils polluent sur cette terre, le nombre qu'ils ont, l'émission de CO2 qu'ils font par rapport aux autres. Je pense que c'est là-bas. Il y a même des équipes qui ont dit qu'elles allaient jouer avec des écuissons, de l'arc-en-ciel. Voyez-vous, donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est tout sauf le football. Parce qu'à un moment donné, il y a des valeurs décadentes que quand les gens ne retrouvent pas ailleurs, ils en font toute une histoire. Sinon, c'est du classique. C'est du classique en matière de traitement des conditions du travail des immigrés et ce serait aussi du classique en matière d'émissions. Mais effectivement, là-bas, ça sera forcément une zone chaude. Mais ça aussi, les Qataris, je pense, en matière, ça c'est le sociologue et l'anthropologue qui parlent, pour conserver leur identité, puisqu'ils ne sont pas nombreux, et ils voient toujours ces risques d'invasion, d'intrusion et de destruction de leurs valeurs traditionnelles et coutumières. Je pense que c'est normal qu'ils résistent, que l'alcool ne soit pas... Parce que si ce n'est pas dans nos traditions... les aficionados qui aiment bien boire des bières dans ces moments-là... Mais vous savez, c'est ça aussi le 2 poids 2 mesures. Quand les gens vont en Occident, on dit non, vous n'avez pas droit à la polygamie, vous n'avez pas droit à ceci. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours qu'on aille respecter leurs valeurs chez eux et ils sont les premiers à vouloir continuer leurs propres valeurs chez les autres. Mais sauf condescendance, sauf se prendre pour des super-hommes Übermensch au sens de Nietzsche, c'est totalement saugrenu. Parce que si vous me demandez, comme on dit, être romain à Rome, ça veut dire être grec en Grèce quand même. Voyez? Donc s'adapter. Merci, et c'est ça, il paraît qu'ils disent que c'est ça l'intelligence. Plus de tolérance. Mais on a l'impression que sur ces valeurs, que certaines, on nous dit qu'elles sont universelles, donc qu'elles s'imposeraient à tous. L'alcool serait universel ? Certaines valeurs. Ah bon, pourtant le mot alcool est un mot arabe. Oui, mais les droits, on va dire les droits, on nous dit des droits de l'homme sont universels et dans lesquels on met des valeurs qu'on pense être vraies partout. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Je veux qu'on s'attarde à la fin de cette émission à cette histoire de droit. Le grand groupe Canal Afrique ne va pas diffuser. Beaucoup de pays africains aussi, à part les pays qui sont représentés, mine de rien, par leurs équipes. On a le Sénégal, le Cameroun. Bon, on n'a pas la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, je ne vais pas m'avancer. C'est encore ce côté, cette fracture nord-sud. On s'en fiche royalement des téléspectateurs africains. On n'a pas la marge de manœuvre financière pour qu'on nous respecte. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un choix de management de ceux qui dirigent aujourd'hui la FIF et la CAF, parce qu'ils ont choisi aujourd'hui de centraliser tout. Dans un monde où on parle de démocratiser les droits, ils ont choisi plutôt de monopoliser. Donc, ils ont créé, au niveau de la FIF, bien sûr, de la FIFA, il y a un organe spécifique qui gère ces droits-là et qui a décidé de concéder ces droits en fonction des différentes régions. Pour l'Afrique anglophone, ça a été concédé à la chaîne Supersport. Et puis pour l'Afrique francophone, ils l'ont concédé à une petite chaîne togolaise. Oui, News TV. Ouais. Et qui n'avait même pas dans ses caisses les moyens de financer l'achat de ces droits. De sorte qu'il y a eu compétition, on donne la possibilité à ces chaînes d'aller s'endetter auprès d'une banque, que je ne vais pas citer pour éviter la publicité, et de sorte que le prêt que la banque leur accorde est garanti par une autre compagnie d'assurance qui se trouve que cette compagnie d'assurance est détenue à 15% de ses actions par le Sud-Africain qui dirige actuellement la CAF. Tout de suite, on a crié au scandale parce qu'il y a eu des soupçons de conflit d'intérêts. Mais là, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé. Mais le plus grave, c'est qu'on concède ces droits-là à une chaîne qui n'a pas la capacité de diffuser en dehors du Togo. De sorte que cette chaîne, à son tour, est obligée de céder ces droits-là dans chaque pays à des chaînes nationales qui ont des installations sur place qui peuvent couvrir leur pays. Finalement, on se retrouve dans un schéma où la chaîne New World TV
devient comme un intermédiaire en fait qui n'a pas une grande utilité. Le groupe Lagardère avait un groupe Canal qui diffusait dans tous les pays à la fois. On peut comprendre qu'on leur concède les droits. Mais vous concédez les droits à une chaîne togolaise qui ne peut pas diffuser en dehors du Togo. Non, mais vous voulez dire un conflit d'intérêts. Finalement, beaucoup pensent que cette chaîne va disparaître après la Coupe du Monde, puisque c'est peut-être sa raison d'être et la seule. Mais vous parlez de Canal Lagardère, mais Canal aussi, on nous dit que Canal Plus Afrique, si elle voulait que ce soit rentable, aurait dû augmenter les abonnements, passer peut-être à 25 000, en tout cas rajouter une dizaine de milliers de francs CFA pour chacun, et que ça paraissait compliqué pour les Africains de suivre et qu'ils ont préféré ne pas y aller. Bon, je pense que déjà, ça c'est un peu à la sortie, mais si vous voyez déjà à l'entrée, quand Beansport a eu comment on appelle ça, les droits télé qui étaient censés être minimisés, et donc de l'été en hiver qui ont dû encore payer, on a vu que dès le départ, c'était assez complexe cette affaire-là. De telle sorte, quand même, vous avez raison, c'est la fracture nord-sud au sens où on arrive à un système où celui qui donne ordonne et c'est celui qui peut rentabiliser ou rembourser, même si tel qu'il l'explique, c'est pas tout à fait très net. Voilà, c'est jamais très net dans ce domaine. Voilà, quelqu'un qui n'a pas les compétences techniques, la viabilité nécessaire, l'expertise nécessaire, arrive quand même à avoir les droits sans rien démontrer par le passé, sans expérience en quelque sorte. Bon, peut-être que la partie congrue qu'on a restée aux autres, c'est là-bas qu'ils se sont rattrapés. Mais je veux dire que peut-être qu'à l'origine... Bon, parce que moi, je l'ai dit depuis le départ, hein, quand l'argent rentre dans quelque chose, pour nous, ça le pervertit toujours à l'arrivée. À la fin, le principal devient secondaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme il a dit, peut-être le premier coup de sifflet, quand ils vont commencer à jouer, c'est là que nous allons penser au football. Sinon, aujourd'hui, personne n'est dupe sur cette affaire-là. Allez, monsieur, pour emprunter au langage sportif, un petit pronostic ou un favori pour cette compétition? Bon, je pense que les équipes habituelles auxquelles on pense, l'Allemagne surtout, et puis on espère qu'au moins un pays africain va atteindre le dernier carré, c'est-à-dire la demi-finale. Et vous? Vous ne mouillez pas trop. Hein. Bon, vous avez dit l'Allemagne, mais vous ne mouillez pas trop. Waouh! Vous irez sur quoi? Moi, le Brésil. D'accord, ah oui, les patrons. Bon, allez, moi, je vais rester sur un continent africain. Moi, j'encourage le Sénégal. Le Sénégal, bravo. Voilà, qui nous ont fait une CAN exceptionnelle. Donc, on croise les doigts pour les Lions de la Teranga. Ah bon, après, on supporte d'autres équipes aussi. Ne venez pas nous critiquer sur les réseaux. Et on espère que quelqu'un d'entre nous aura trouvé le vainqueur. Oui, allez, c'est la fin de cette émission. On se quitte sur cette citation. Pour unir une patrie, donnez-lui la guerre ou la Coupe du Monde d'Antoine Robin. Et voilà, le parallèle est fait. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.